Mon mari est mort dans son sommeil. Sa mère sanglotait, elle a tué mon fils pour l'argent de l'assurance. La police m'a interrogé. Les voisins murmuraient « veuve noire ». Puis l'autopsie est revenue. Quand mon fils de 8 ans a dit « Mamie, dois-je dire à tout le monde quel médicament tu as mis dans le café de papa ?» ses larmes se sont arrêtées. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Ma belle-mère, Vera, se tenait dans mon salon, son doigt tremblant pointé vers moi tandis que les larmes coulaient sur son visage. « Tu l'as tué. Tu as assassiné mon fils pour l'argent de l'assurance. » L'inspecteur à côté d'elle s'agita, mal à l'aise, son calepin à la main. Mon fils de 8 ans, Colby, tira sur ma manche. « Maman, est-ce que je dois leur parler du médicament que grand-mère Vera mettait dans le café de papa tous les matins quand elle venait nous voir ?» La pièce devint silencieuse. Les larmes de Vera s'arrêtèrent instantanément. L'inspecteur Bryant nous regarda tour à tour, son stylo suspendu au-dessus de son calepin. La lumière de l'après-midi qui filtrait par les fenêtres de notre salon semblait trop vive pour ce moment, trop normale pour l'accusation qui flottait dans l'air. Le visage de Vera était passé de l'affliction à toute autre chose. La peur, la rage. Je ne pouvais plus le dire. « Quel médicament, mon garçon ?» demanda doucement l'inspecteur Bryant, s'agenouillant au niveau de Colby. Mon fils, qui portait encore son pyjama Spider-Man parce que je n'avais pas eu la force de l'habiller correctement depuis la mort de Jérôme 5 jours plus tôt, me regarda pour avoir ma permission. « Dis-lui la vérité, mon chéri, » dis-je, ma voix étonnamment stable malgré le tremblement de terre qui secouait ma poitrine. « Comme papa te l'a toujours appris. La vérité est toujours la bonne chose à faire. » Vera s'avança agressivement. « N'ose pas monter mon petit-fils contre moi. Cette femme le manipule, inspecteur. Elle lui a appris à mentir. » Sa voix avait perdu sa tristesse d'antan, remplacée par quelque chose de tranchant et de désespéré. « Madame, veuillez reculer, » dit fermement l'inspecteur Bryant, se redressant de toute sa hauteur. Il était plus jeune que ce à quoi je m'attendais lorsqu'il s'était présenté à ma porte, peut-être au début de la trentaine, avec des yeux bienveillants qui semblaient sincèrement vouloir découvrir la vérité plutôt que de simplement classer une affaire. Colby se serra contre moi, sa petite main agrippant la mienne. Mamie a dit que c'était un médicament spécial pour aider papa à ne pas être si fatigué. Elle l'apportait dans une petite bouteille brune et le mélangeait dans son café tous les mercredis quand elle venait pour le petit déjeuner. Elle m'a dit que c'était notre secret, que maman ne comprendrait pas parce qu'elle n'aimait pas papa comme mamie l'aimait. Les mots jaillirent de la bouche de mon fils comme l'eau qui rompt un barrage. Chaque syllabe tombait dans la pièce avec le poids d'une pierre. Je sentais le regard de Vera me brûler, mais je gardais les yeux sur mon fils, l'encourageant d'une légère pression de la main. Elle a dit que papa en avait besoin parce qu'il travaillait trop dur, poursuivit Colby, sa voix devenant plus faible. Elle a dit que maman le rendait malade avec le stress parce qu'elle voulait nous faire déménager en Californie. Mais papa n'était pas au courant pour la Californie, n'est-ce pas, maman ? Tu ne lui avais pas encore dit. Mon sang se glaça. Je n'avais discuté de l'offre d'emploi qu'avec ma sœur Roxane, et seulement au téléphone, quand je pensais que personne n'écoutait. Mais Vera était si souvent chez moi ces derniers temps, apparaissant toujours à des heures indues avec des plats et des inquiétudes, insistant toujours pour aider avec la lessive ou le ménage, trouvant toujours des raisons d'être dans chaque pièce. Vera, dis-je, me tournant pour lui faire face pour la première fois depuis le début de ce cauchemar. Comment savais-tu pour la Californie ? Elle se redressa, levant le menton avec la même fierté provocante que j'avais vue tant de fois au cours des 11 années de mon mariage avec son fils. Une mère a le droit de savoir quand quelqu'un prévoit de lui enlever son enfant. Enlever. Le mot sortit comme un murmure. Jérôme avait 36 ans. C'était mon mari, le père de Colby. Nous étions une famille. J'étais sa famille d'abord, rétorqua Vera, son sang-froid soigneusement entretenu se fissurant enfin. Je l'ai élevé seul après la mort de son père. J'ai tout sacrifié pour ce garçon. Ma carrière, ma vie sociale, toute chance de me remarier, tout. Et puis tu es arrivé avec ton joli sourire et tes leçons de piano. Et soudain, mon fils avait à peine le temps pour les dîners du dimanche. L'inspecteur Bryant écrivait maintenant avec acharnement, sa posture décontractée d'auparavant remplacée par une attention aiguë. Madame Morrison, je vais avoir besoin que vous veniez au poste pour faire une déclaration officielle sur ces médicaments que vous donniez à votre fils. Des vitamines, cria presque Vera. C'étaient des compléments naturels. Cette femme déforme tout parce qu'elle sait que je l'ai démasqué. Vérifiez son historique de navigation, inspecteur. Vérifiez ses finances.
2 millions de dollars d'assurance vie. Et elle prétend qu'elle ne savait pas que mon fils valait plus mort que vivant. L'accusation me frappa comme un coup physique. Mais avant que je puisse répondre, la jeune voix de Colby traversa à nouveau le chaos. « Mamie, pourquoi m'as-tu dit que papa tomberait très malade mais qu'il irait mieux ensuite et qu'il aurait besoin que tu prennes soin de lui? Tu as dit que c'est ce qui est arrivé à grand-père avant sa mort. Tu as dit que parfois les gens ont besoin d'aller plus mal avant de comprendre qui les aime vraiment. » Le silence qui suivit fut assourdissant. Jérôme et moi étions mariés depuis 11 ans, malgré ce que sa mère croyait, nous étions sincèrement heureux. Il travaillait comme directeur régional pour une entreprise de meubles, voyageant 2 fois par mois pour superviser les magasins en Géorgie et en Alabama. J'enseignais le piano depuis notre maison de la banlieue d'Atlanta, ayant transformé notre salle à manger officielle en un studio où le son des gammes et des sonates remplissait nos après-midi. Chaque dimanche, Vera conduisait 40 minutes depuis son appartement pour dîner avec nous, arrivant précisément à 16h avec sa tarte aux pommes maison et une collection de critiques subtiles déguisées en suggestions utiles. « Daphné ne cuisine jamais correctement », disait-elle à Jérôme alors que j'étais juste là, en train de servir le rôti de bœuf que j'avais passé 3 heures à préparer. « Tu te souviens comment je préparais le tien avec une sauce spéciale? Je faisais dorer la viande d'abord, puis je la faisais mijoter pendant 5 heures avec mon mélange secret d'herbes. » Jérôme me serrait la main sous la table, ses excuses silencieuses pour les comparaisons constantes de sa mère. Mais je comprenais. Vera l'avait élevé seul depuis qu'il avait 16 ans, après la mort soudaine de son père d'une crise cardiaque. Et lâcher prise était impossible pour elle. Notre vie s'était installée dans des rythmes prévisibles qui étaient confortables, comme un pull préféré que l'on prend sans réfléchir. Jérôme partait travailler à 7h30 précise chaque matin. Sa routine était si précise qu'on pouvait régler sa montre dessus. D'abord, il vérifiait ses courriels en mangeant du pain grillé avec de la confiture de fraises, exactement 2 tranches. Ensuite, il passait en revue son emploi du temps de la journée, embrassait Colby sur le front et posait ses lèvres sur les miennes avec une tendresse qui faisait encore battre mon cœur après toutes ces années. « Je vous aime tous les deux », disait-il en attrapant sa tasse de café de voyage sur le comptoir, la même tasse bleue que Colby avait peinte pour lui lors d'un événement artisanal de la fête des pères quand il avait 5 ans. La visite du mercredi a commencé il y a 6 mois. Vera avait appelé un soir, sa voix inhabituellement douce. « J'ai réfléchi, Daphné, Jérôme travaille si dur, et je sais que les matins sont chargés pour toi avec la préparation de Colby pour l'école. Et si je passais les mercredis matins pour aider avec le petit déjeuner, juste pour te soulager d'un poids ? » J'aurais dû reconnaître le moment calculé, mais je jonglais avec 3 nouveaux élèves de piano et j'appréciais ce qui semblait être une offre d'aide sincère. « Tu as de la chance de m'avoir », disait-elle chaque mercredi, réorganisant mon armoire à épices pour la 100e fois, arrangeant tout par ordre alphabétique, même si je préférais regrouper par type de cuisine. Jérôme a besoin de sa famille autour de lui. Une mère sait ce qui est le mieux pour son fils. Ces vitamines que tu achètes en magasin sont inutiles, d'ailleurs. Je vais lui apporter de vrais compléments de mon naturopathe. Le docteur Harrison est brillant, formé en Europe, il comprend la nutrition d'une manière que les médecins américains ne comprennent tout simplement pas. Sa présence remplissait notre cuisine comme un parfum trop envahissant, écrasant et impossible à ignorer. Elle réorganisait mes ustensiles de cuisine, commentant que son système était plus efficace. Elle inspectait le réfrigérateur, notant quels légumes semblaient fatigués, quel reste devait être jeté. Comment je devrais vraiment acheter du lait biologique pour Colby même si cela coûtait 2 fois plus cher. Jérôme s'échappait au travail, me laissant naviguer seul dans l'heure suivante de territoire passif-agressif. Ma sœur Roxane m'appelait après les visites de Vera, sa voix tendue de frustration pour moi. « Pourquoi la laisses-tu te marcher sur les pieds? Ah, 3, 4, 5, elle est dans ta maison à critiquer tout ce que tu fais, agissant comme si Jérôme était encore son bébé au lieu de ton mari. »« Parce que Jérôme aime sa mère », répondais-je, pliant le linge pendant que nous parlions, trouvant du réconfort dans la routine familière. « Et j'aime Jérôme. Ce n'est qu'un petit déjeuner 1 fois par semaine. Quel mal cela peut-il faire? Elle a perdu son mari jeune, a élevé Jérôme seul. C'est tout ce qu'elle a, tu es trop gentil, disait Roxane. Note bien mes mots. Cette femme va intensifier les choses. Elle ne t'aide pas par gentillesse. Elle marque son territoire, te rappelant qu'elle est elle à la première. J'ai rejeté les avertissements de ma sœur comme un syndrome de grande sœur surprotectrice. Roxane avait toujours été la battante de notre famille, prête à combattre toute menace perçue, tandis que je préférais maintenir la paix. De plus, Jérôme était heureux d'avoir sa mère plus souvent près de lui.
Il s'était inquiété de la voir vivre seule, surtout après sa chute mineure dans sa salle de bain l'année dernière. Pas de blessure grave, mais cela l'avait secoué. Elle vieillit, m'avait-il dit un soir alors que nous étions au lit. Je sais qu'elle peut être difficile, mais c'est ma mère. Elle a tout abandonné pour moi après la mort de papa. Elle aurait pu se remarier, avoir sa propre vie, mais elle a choisi de se concentrer sur mon éducation à la place. La culpabilité dans sa voix était lourde, un fardeau qu'il portait depuis l'adolescence. Je l'ai serré plus fort contre moi, respirant l'odeur familière de son eau de Cologne. Nous prendrons soin d'elle, ai-je promis. Toujours. 3 semaines avant la mort de Jérôme, il a commencé à se plaindre d'une fatigue qui semblait différente de sa fatigue habituelle de fin de journée. J'ai à peine les yeux ouverts pendant les réunions, m'a-t-il dit un mardi soir, se frottant les tempes alors que nous étions assis à la table de la cuisine après le dîner. J'ai dû m'arrêter 2 fois sur le chemin du retour juste pour m'asperger le visage d'eau. C'est comme si quelqu'un me droguait. Les mots flottaient dans l'air. Innocent à l'époque, sinistre rétrospectivement. Peut-être que tu as besoin de vitamines, a suggéré Vera lors de sa visite du mercredi, apparaissant à l'embrasure de notre cuisine avec un timing parfait, comme si elle avait écouté. J'en ai apporté de mon naturopathe, le docteur Harrison. Entièrement naturel, très cher, mais rien n'est trop beau pour mon garçon. Ils sont spécifiquement formulés pour les hommes dans la trentaine qui travaillent trop et ne se reposent pas assez. Elle a sorti une bouteille brune de son sac à main, sans étiquette, à l'exception d'instructions manuscrites qui disaient une cuillère à café par jour. Elle a commencé à ajouter la poudre à son café du matin sans demander, la remuant simplement tout en discutant du temps, des nouvelles, de tout sauf de ce qu'elle faisait. Complètement insipide, a-t-elle assuré à Jérôme lorsqu'il l'a interrogée la première fois. Tu te sentiras comme un nouvel homme dans une semaine. Le docteur Harrison le garantit. Ou argent remis. Enfin, mon argent remis puisque c'est moi qui paie. La fatigue a empiré au lieu de s'améliorer. Jérôme a commencé à avoir des vertiges qui n'avaient aucun sens pour un homme de 36 ans en bonne santé. Je l'ai trouvé agrippé au comptoir de la salle de bain un matin, les jointures blanches, le visage pâle et en sueur. La pièce n'arrête pas de tourner, a-t-il dit, sa voix épaisse de peur. C'est peut-être une infection de l'oreille interne. Nous devrions voir un médecin, ai-je insisté, attrapant déjà mon téléphone pour appeler le bureau du docteur Morrison. Absurdité, interrompit Vera, apparaissant à l'embrasure de notre chambre. Elle s'était laissée entrer avec la clé de rechange, arrivant plus tôt que d'habitude. Les médecins ne veulent que prescrire des pilules qui causent plus de problèmes qu'elles n'en résolvent. Mes compléments ont besoin de temps pour agir. Le corps doit purger les toxines avant de pouvoir guérir. Fais confiance à ta mère, Jérôme. T'ai-je déjà mal conseillé ? La question flottait entre eux, chargée d'années de dévouement et de sacrifice d'un parent seul. Les épaules de Jérôme s'affaissèrent de défaite. Peut-être encore une semaine, a-t-il concédé, et j'ai regardé mon mari choisir la certitude de sa mère plutôt que les signaux de détresse clairs de son corps. Puis vinrent les sueurs nocturnes qui trempaient nos draps, laissant Jérôme frissonnant et épuisé. Son cœur s'emballait sans raison, battant si fort que je pouvais le sentir quand je posais ma main sur sa poitrine. C'est comme si j'avais couru un marathon, alta-t-il une nuit à 2 heures du matin. Mais je suis juste resté allongé ici. Le point de rupture est survenu lorsque j'ai trouvé Jérôme effondré dans la douche, conscient mais faible, l'eau coulant toujours sur son corps tremblant. À l'hôpital, maintenant, dis-je, l'enveloppant dans des serviettes, mes mains tremblant alors que j'essayais de l'aider à se lever. Mais Vera était déjà arrivée pour une visite impromptue en soirée, se laissant entrer juste au moment où j'emmenais Jérôme à la chambre. Il a juste besoin de repos, a-t-elle insisté, me bousculant pour prendre le relais. Ses mouvements étaient pratiqués et efficaces. Tu réagis de manière excessive, Daphné. Comme d'habitude, le drame n'aide personne. Jérôme a besoin de soins calmes et familiers, pas d'une salle d'urgence où ils feront des tests inutiles et factureront des milliers de dollars pour rien. Maman, s'il te plaît, murmura Jérôme d'où il était allongé sur notre lit, sa peau grise et moite. Daphné a peut-être raison. Cela ne semble pas normal. Le visage de Vera s'assombrit comme un nuage d'orage. Tout son corps se raidit, quand elle parla, sa voix était basse et dangereuse. Après tout ce que j'ai fait pour toi, tout ce que j'ai sacrifié, les années que j'ai passées seule, à refuser des rendez-vous, à refuser des promotions qui auraient signifié des voyages, tout ça pour que je puisse être là pour chaque match de football, chaque pièce de théâtre de l'école, chaque moment où tu avais besoin de moi. Et maintenant tu vas prendre son parti. Cette femme qui te connaît à peine depuis une décennie par rapport à mes 36 ans.
Elle sortit en trombe, mais pas avant de rappeler à Jérôme qu'elle serait de retour mercredi matin avec plus de suppléments. Double dose, dit-elle depuis l'embrasure de la porte. Le docteur Harrison dit que c'est ce dont tu as besoin quand ton corps est têtu pour guérir. Cette nuit-là, Jérôme me tint la main dans le lit avec une poigne qui semblait désespérée. Sa paume était moite et je pouvais sentir son pouls battre irrégulièrement là où nos poignets se touchaient. S'il m'arrive quelque chose, promets-moi de prendre soin de Colby. Assure-toi qu'il sache à quel point je l'aime. Et sois patiente avec maman. Elle a de bonnes intentions. Elle ne sait tout simplement pas comment lâcher prise. J'ai embrassé son front, goûtant le sel de la fièvre qui ne tombait pas. Rien ne va arriver. Nous allons voir le docteur Morrison demain. Peu importe ce que dit ta mère, ta santé passe avant tout. Je t'aime, Daphné, dit-il, et quelque chose dans sa voix le fit sonner comme un adieu. Le lendemain n'est jamais venu. À 3 heures du matin, l'homme que j'aimais était parti. Je me suis réveillé à 3 heures du matin dans un silence qui semblait anormal avant que mon esprit ne puisse comprendre pourquoi. L'absence de la respiration de Jérôme, habituellement régulière et rythmée à côté de moi, créait un vide dans l'obscurité. Ma main a atteint sa poitrine, la trouvant immobile et froide. Le cri qui s'est arraché de ma gorge a fait accourir Colby, ses petits pieds martelant le couloir. Mais j'ai réussi à l'intercepter à la porte de notre chambre, le serrant contre moi avant qu'il ne puisse voir la forme immobile de son père. Les ambulanciers ont déclaré Jérôme mort à 3h47 du matin. Insuffisance cardiaque, ont-ils dit au départ, leur visage professionnellement neutre alors qu'ils remplissaient des papiers sur ma table de cuisine. Inhabituel pour quelqu'un de son âge, mais ça arrive. Nous sommes vraiment désolés pour votre perte. Ils ont rangé leur équipement avec une efficacité de routine pendant que je restais là, en pyjama, tenant Colby, sentant que le monde avait basculé de son axe. Vera est arrivée chez moi moins d'1 heure après, avant même que je l'ai appelée. Elle a fait irruption par la porte d'entrée en utilisant sa clé, gémissant assez fort pour réveiller tout le quartier. J'avais un pressentiment, sanglota-t-elle, s'effondrant dans mes bras avec une force qui a failli me faire tomber à la renverse. Une mère sait toujours quand son bébé est parti. Mais à travers ses larmes dramatiques, elle n'arrêtait pas de poser des questions étranges qui transperçaient mon choc. A-t-il dit quelque chose à propos de l'assurance? À propos du testament? A-t-il laissé des lettres? Parfois, les gens savent quand leur heure est venue. La police est arrivée cet après-midi-là et j'ai découvert que Vera les avait appelés elle-même. Elle se tenait dans mon salon, mon mari n'étant même pas encore froid, pointant un doigt accusateur vers moi. Ma belle-fille avait une police d'assurance vie de 2 millions de dollars sur mon fils, a-t-elle dit à l'inspecteur Bryant, sa voix ferme et claire malgré ses yeux rouges. Elle le poussait à travailler plus longtemps, lui causant du stress. Elle l'a probablement empoisonné. Vérifiez son ordinateur. Vérifiez son historique de recherche. Vous trouverez des preuves. Je vous le garantis. C'est de la folie, ai-je crié, Colby s'accrochant à moi, son visage enfoui dans ma hanche. C'est toi qui n'arrêtais pas de lui donner ses suppléments. Tous les mercredis, cette bouteille brune sans étiquette, mélangeant de la poudre dans son café tout en lui disant que ça le ferait se sentir mieux. Des vitamines naturelles, a crié Vera en retour, son sang-froid se brisant. D'un naturopathe certifié. Alors que tu lui as probablement glissé quelque chose dans sa nourriture quand je n'étais pas là pour le protéger. Je sais que vous aviez des problèmes. Jérôme m'a dit que vous vous disputiez à propos de l'argent, de tes dettes de carte de crédit, de l'hypothèque. Nous ne nous disputions sur aucune de ces choses. Nos finances étaient stables, voire confortables. Mais j'ai réalisé que Vera avait construit un récit, bâti son dossier contre moi depuis plus longtemps que je ne l'avais compris. L'inspecteur Bryant nous a séparés, sa voix calme et ferme. Mesdames, je dois prendre vos dépositions séparément. Il a regardé Colby, puis de nouveau moi. A-t-il quelqu'un qui peut prendre votre fils pour quelques heures? Roxane est arrivée en 20 minutes, son visage au trait dur alors qu'elle examinait la scène. Elle a pris note du chagrin théâtral de Vera, de la présence des inspecteurs, de la façon dont les voisins s'étaient rassemblés sur leur porche pour assister au drame. Ne dis rien sans avocat, a-t-elle chuchoté en rassemblant le sac de nuit de Colby. Vera a complètement perdu la tête. J'appelle mon ami qui est avocat de la défense. La maison est devenue une scène de crime au cours des heures suivantes. Ils ont mis sous scellé la tasse de café de Jérôme, celle avec « Meilleur papa du monde » imprimée dessus. Ils ont pris ses médicaments dans l'armoire de la salle de bain, les vitamines sur le comptoir de la cuisine, même des aliments au hasard de notre réfrigérateur.
Chaque sac de preuves ressemblait à un autre morceau de ma vie emballé et étiqueté, réduit à des pièces à conviction potentielle dans une affaire que je ne pouvais pas croire qu'elle se produisait. Vera se tenait sur ma pelouse, faisant la cour à quiconque voulait bien l'écouter. Elle a tué mon petit garçon, a-t-elle dit à Madame Patterson d'accent grave coté. Pour de l'argent, 2 millions de dollars. J'ai toujours su qu'elle n'était pas assez bien pour lui. Elle l'a piégé avec cette grossesse il y a 11 ans, et maintenant elle a touché le pactole. Le soir, j'avais pris ma décision. J'étais assise en face de mon avocate nouvellement engagée, Patricia Winters, dans son bureau du centre-ville qui sentait le cuir et le café. Je veux une autopsie complète avec un dépistage toxicologique approfondi, lui ai-je dit. Tester tout, chaque substance dans son corps, et je veux que ces suppléments que Vera a apportés soient également testés. Patricia a pris des notes d'une écriture précise. Nous devrons agir rapidement. Avez-vous certains de ces suppléments? Non, ai-je dit, mon estomac se nouant. Vera a toujours emporté la bouteille avec elle, disant qu'elle était chère et qu'elle la gardait au réfrigérateur chez elle entre les visites. Pratique, murmura Patricia. Mais nous demanderons un mandat de perquisition pour sa résidence. Si elle lui donnait quelque chose régulièrement, il devrait y avoir des traces chez elle. Elle a appelé la police contre moi, ai-je dit, y croyant à peine. Mon mari est mort et au lieu de faire notre deuil ensemble, elle essaie de me faire accuser de meurtre. Patricia leva les yeux de ses notes. Parfois, le coupable est celui qui crie le plus fort. Nous allons découvrir exactement ce qu'il y avait dans ces suppléments. Les résultats de l'autopsie ont pris 2 semaines. 2 semaines pendant lesquelles Vera publiait sur Facebook des messages sur son fils assassiné et la veuve noire qui l'avait tué. 2 semaines pendant lesquelles les voisins évitaient mon regard quand j'allais à la boîte aux lettres. 2 semaines pendant lesquelles Colby demandait quand papa rentrerait à la maison et pourquoi mamie était si en colère. 2 semaines pendant lesquelles Roxane est restée chez moi parce que les rumeurs étaient devenues si intenses que j'avais peur d'être seul. L'inspecteur Bryant m'a convoqué au poste un jeudi matin. Patricia m'y a conduite, sa présence stable et rassurante alors que nous marchions dans les couloirs éclairés au néon du poste de police. Vera était déjà là, dans la salle de conférence, un mouchoir à la main, tamponnant ses yeux pour un public de 2 officiers. Elle était vêtue de noir, jouant parfaitement la mère éplorée, jusqu'au collier de perles que Jérôme lui avait offert pour Noël l'année dernière. Madame Daphné, commença l'inspecteur Bryant, ouvrant un dossier épais de documents. Le rapport toxicologique montre que votre mari avait des niveaux mortels de digitaline dans son système. Digitaline, ai-je demandé. Le mot était inconnu et effrayant. C'est un médicament pour le cœur dérivé de la plante de digital pourpré, a-t-il expliqué, sortant un tableau détaillé. À petite dose, il traite les affections cardiaques. À forte dose, il provoque exactement les symptômes que votre mari a ressentis. Fatigue, vertige, palpitations cardiaques, troubles visuels et finalement insuffisance cardiaque. Les niveaux dans le système de votre mari étaient 3 fois supérieurs à ce qui serait considéré comme thérapeutique. Vera a bondi de sa chaise si vite qu'elle a raclé le sol. Vous voyez, elle l'a empoisonné. Arrêtez-la. Je vous ai dit qu'elle l'avait fait pour l'argent de l'assurance. En fait, poursuivit l'inspecteur Bryant, sa voix calme, nous avons trouvé quelque chose d'intéressant dans notre enquête. Madame Vera, vous avez reçu des ordonnances de digitaline depuis 1 an pour une maladie cardiaque que vous n'avez jamais divulguée à personne, y compris votre fils. La couleur quitta le visage de Vera comme l'eau d'un évier, sa bouche s'ouvrit et se ferma sans un son. Ce sont mes affaires médicales privées. Cela devient l'affaire de la police lorsque le même médicament a tué votre fils, a-t-il répondu, sortant d'autres documents. Nous avons également examiné les images de sécurité des 3 pharmacies près de chez vous. Vous avez renouvelé votre ordonnance 9 fois le mois dernier, prétendant que vous aviez perdu le médicament ou qu'on vous l'avait volé. C'est 9 fois la quantité normale. Chaque pharmacien a noté votre insistance sur le fait que vous en aviez besoin de toute urgence. Je me suis levé lentement, mes jambes tremblant alors que les pièces s'assemblaient comme un horrible puzzle. Les suppléments, la poudre que vous mettiez dans son café tous les mercredis. Vous ne pouvez rien prouver, a crié Vera, son sang-froid soigneusement entretenu se brisant enfin complètement. Ces vitamines ont disparu. Je les ai jetées quand Jérôme est mort. L'inspecteur Bryant a sorti son téléphone et a montré une vidéo. Nous avons trouvé ceci dans vos poubelles, Madame Morrison. Notre mandat nous a permis de fouiller vos objets jetés. L'écran montrait une bouteille brune récupérée d'un sac poubelle. De la poudre était encore visible à l'intérieur.
Le laboratoire a confirmé qu'il s'agissait de digitaline écrasée et mélangée à de la poudre de protéines. C'est à ce moment-là que Colby, que Roxane venait d'amener au poste pour son entretien prévu, a parlé depuis l'embrasure de la porte. « Mamie, tu te souviens quand tu m'as dit que c'était notre secret? Le médicament spécial que tu mettais dans le café de papa. Tu as dit que ça le rendrait plus dépendant de toi pour qu'il ne déménage pas avec maman en Californie pour son nouveau travail. » La pièce se figea. Je n'avais même pas encore parlé à Jérôme de l'offre d'emploi. Je ne l'avais mentionné qu'à Roxane lors d'un appel téléphonique privé, mais Vera avait écouté aux portes, fouillé notre courrier, élaboré son plan. Tu as dit que si papa tombait malade, poursuivit Colby, sa voix innocente traversant le silence, il devrait rester à la maison et tu pourrais prendre soin de lui pour toujours, comme quand il était petit et qu'il avait la grippe et qu'il avait besoin que tu lui donnes de la soupe et que tu lui lises des histoires. Patricia a attrapé ma main sous la table alors que je luttais pour respirer. Mon fils de 8 ans avait porté ce secret, ce fardeau, pendant que son père mourait. Le masque de Vera se fissura enfin complètement, son visage se tordant en quelque chose d'inconnaissable. Je n'essayais pas de le tuer. Juste de le rendre à nouveau dépendant de moi. Il allait me quitter, déménager à l'autre bout du pays. Je suis sa mère. J'ai tout abandonné pour lui. Ma carrière, ma vie, ma chance de bonheur. Il me devait sa présence. Vous l'avez tué, ai-je dit. Ma voix était à peine un murmure. Vous avez tué votre propre fils parce que vous ne pouviez pas le laisser vivre sa propre vie. C'était censé juste le rendre faible, cria Vera. Assez faible pour rester à la maison, pour avoir besoin de sa mère. Le docteur Harrison a dit que de petites doses ne provoqueraient qu'une dépendance, pas la mort. Mais Jérôme était têtu, tout comme son père, luttant contre le médicament au lieu de l'accepter. L'inspecteur Bryant se leva, la main sur ses menottes. Il n'y a pas de docteur Harrison. Nous avons vérifié. Vous l'avez inventé. Vera Morrison, vous êtes en état d'arrestation pour le meurtre de Jérôme Morrison. Alors qu'il l'emmenait, elle me regarda avec une haine pure. C'est de ta faute. Si tu n'avais pas essayé de me le prendre, rien de tout cela ne serait arrivé. L'amour d'une mère est sacré, et tu l'as détruit. Vera a été reconnue coupable d'homicide involontaire et condamnée à 15 ans de prison. 6, 7, 1, 10. Son avocat a fait valoir qu'elle n'avait jamais eu l'intention de tuer Jérôme, juste de le rendre dépendant d'elle. Le jury n'y a pas cru. La vérité était qu'elle empoisonnait lentement son propre fils depuis 3 mois, augmentant la dose chaque semaine quand il ne répondait pas comme elle le voulait. Le procureur a montré au tribunal son historique d'achat. 9 bouteilles de digitaline obtenues par fraude à l'ordonnance, assez pour tuer plusieurs personnes. J'ai trouvé son journal pendant le nettoyage de la succession, caché dans une boîte de vêtements de bébé de Jérôme qu'elle avait stocké dans notre grenier à mon insu. Des pages et des pages d'écriture serrées détaillaient sa descente dans l'obsession. Jérôme a appelé 2 fois cette semaine au lieu de 3, lisait-on dans une entrée. Cette femme me le vole minute par minute, jour après jour. Une autre entrée, datée d'un mois à peine avant qu'elle ne commence à l'empoisonner, disait « S'il est malade, il verra que seule sa mère se soucie vraiment de lui. Daphné sera frustrée par le fardeau, et je serai là pour ramasser les morceaux, tout comme quand il avait une pneumonie en 3e année. » L'entrée la plus glaçante datait de la semaine précédant la mort de Jérôme. Augmenter encore la dose. Il se bat, têtu comme son père l'était avant sa crise cardiaque, mais il comprendra bientôt que mère c'est mieux que tout. Mère c'est toujours mieux que tout. Colby et moi avons déménagé en Californie quand même, acceptant le poste qui m'avait été offert dans un prestigieux conservatoire de musique. Il suit une thérapie 2 fois par semaine, travaillant sur la culpabilité d'avoir gardé le secret de sa grand-mère et le traumatisme de la perte de son père. Ce n'est pas de ta faute, lui dis-je tous les jours, le serrant fort quand les cauchemars viennent. Grand-mère était malade d'une manière différente. Une manière qui lui a fait faire des choses terribles. Tu n'étais qu'un petit garçon essayant d'aimer tout le monde. Son thérapeute, le docteur Chen, m'a dit que cela pourrait prendre des années à Colby pour traiter pleinement ce qui s'est passé. Les enfants se blâment souvent lorsque les adultes les impliquent dans des secrets, a-t-elle expliqué. Il doit comprendre que les adultes sont responsables de leurs propres choix, pas les enfants de 8 ans. Ma sœur Roxane nous rend visite tous les mois, venant d'Atlanta pour nous aider à construire notre nouvelle vie. Elle nous a aidés à trouver une maison près de la plage. Rien d'extraordinaire, mais avec une salle de musique où je peux enseigner et un jardin où Colby peut jouer. Jérôme voudrait que vous soyez heureux, dit-elle. Et je sais qu'elle a raison. Mais certaines nuits, je me réveille encore à 3 heures du matin, cherchant une main qui n'est pas là,
me demandant comment l'amour d'une mère a pu devenir si tordu qu'il a tué la personne même qu'elle prétendait protéger. L'argent de l'assurance reste intact dans un fonds en fiducie pour l'éducation de Colby. 2 millions de dollars que je ne peux me résoudre à dépenser, sachant qu'ils sont devenus l'arme que Vera a utilisée pour essayer de me détruire tout en couvrant son propre crime. L'ironie ne m'échappe pas qu'elle m'ait accusé d'avoir assassiné Jérôme pour de l'argent alors qu'elle l'a assassiné par amour, ou ce qu'elle pensait être de l'amour. Le véritable amour ne détruit pas. Il ne possède pas. Il ne tue pas. La semaine dernière, Colby a demandé si nous pouvions rendre visite à grand-mère en prison. Peut-être quand tu seras plus grand, ai-je dit, bien que je ne sache honnêtement pas si ce jour viendra un jour. Comment expliquer à un enfant que parfois les personnes qui prétendent nous aimer le plus sont celles capables du plus grand mal? Que parfois la protection devient possession et le soin devient contrôle. Les voisins qui murmuraient autrefois « Veuve noire » envoient maintenant des cartes de Noël avec des excuses écrites à l'intérieur. Madame Patterson m'a écrit une longue lettre sur combien elle était désolée d'avoir cru aux mensonges de Vera. J'aurais dû mieux savoir, a-t-elle écrit. Vous avez toujours été une épouse et une mère si dévouée. Mais le mal était fait. Je ne pouvais pas rester dans cette maison, dans cette rue, dans cette ville où le fantôme de Jérôme vivait dans chaque coin. La vérité m'a libéré. Mais elle n'a pas ramené Jérôme. Elle a juste révélé que le vrai poison dans nos vies était là depuis le début. Déguisé en dévotion d'une mère, dissous dans le café du matin, servi avec un sourire et la promesse que mère c'est mieux que tout. Vera a eu 36 ans pour apprendre à lâcher son fils, à le laisser vivre sa propre vie, à l'aimer sans le consumeur. Au lieu de cela, elle a choisi de le tuer plutôt que de le perdre. Parfois, mère c'est le pire. J'ai recommencé à fréquenter quelqu'un, avec hésitation, un collègue enseignant au conservatoire qui fait rire Colby et ne s'offusque pas que certaines nuits je pleure sans raison. Jérôme voudrait que nous allions de l'avant, que nous trouvions le bonheur, que nous vivions la vie qu'il n'a pas pu vivre. Si cette histoire a résonné en vous, si elle vous a fait réfléchir aux relations dans votre propre vie, veuillez aimer cette vidéo et la partager avec d'autres qui pourraient avoir besoin de l'entendre. Vos commentaires comptent énormément, alors s'il vous plaît, partagez vos pensées ci-dessous. Et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour plus d'histoires vraies qui explorent la vérité complexe de la nature humaine. Parfois, les personnes les plus dangereuses sont celles qui prétendent nous aimer.